Recevez nos salutations distinguées, téléspectateurs et téléspectatrices de Matin Bonheur. C'est avec un immense plaisir que nous sommes de retour ce mardi 6 février 2018. C'est le deuxième numéro de la semaine et nous sommes deux à présenter cette émission. Je suis Nessie Ndri, Marcelin Goboy, bonjour. Bonjour Nessie, ça va bien? Oui, ça va super bien. Vous êtes dans un somptueux bleu là. Merci. Voilà, vraiment, vous faites tout pour vraiment me perturber, mais je vais rester serein et sérénité oblige pour conduire vraiment ce rendez-vous jusqu'à 7h30 en direct et en intégralité. Au sommaire, on aura bien sûr la techno, on parlera de choses et d'autres avec notre ami Noël Quadio. Et puis aujourd'hui, c'est la journée donc, internationale contre les mutilations faites aux femmes. Et donc, exceptionnellement, aujourd'hui mardi, donc, on n'aura pas droit, mais on aura santé avec deux personnes très importantes que nous vous signalerons tout au long de ce rendez-vous. Mais avant. Gym, c'est le moment de bouger. C'est la gym. Bonjour chers téléspectateurs, je vous sais très nombreux tous les matins sur votre émission préférée, Matin Bonheur sur RTI 1. Alors depuis hier, nous avons commencé la Total Body Strength. On continue aujourd'hui avec comme matériel les haltères. Si vous n'en avez pas, on ne le dira jamais assez, prenez des bouteilles remplies d'eau ou de sable, ok, ou bien de sable mouillé tout simplement. Et puis on part directement nous ici pour les échauffements. Allez, soyez prêts, on tend les bras et rotation. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, courage, 9, 10 dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, allez on s'entrelace là et on ouvre les bras, 1, 2, lorsqu'on tend les bras, il faudrait que les omoplates se serrent dans le dos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, super. Premier exercice, allez, on prend déjà nos haltères là. On part toujours en circuit, on fait 10 de chaque, sans temps de repos. Pour le premier exercice, on fait un quart de squat là et on pousse. 1, 2, d'accord? 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 1, 2, c'est lorsqu'on remonte qu'on pousse. 3, 4, allez, courage. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de bras. Là, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Le deuxième exercice, sans temps de repos. On recule la jambe, d'accord? On casse celle de devant. On fait des fentes avant. Les haltères descendent tout droit. Là. Ah, d'accord, on va en faire 10 sur chaque jambe. Top, c'est parti. 1, 2, 3, ne balancez pas le bus vers l'avant. 4, 5, chaque pied reste dans son axe. 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, le dernier exercice que je vous propose, vous posez vos haltères, d'accord? On va faire du gainage dynamique au sol. Regardez, vous restez sur la pointe des pieds, les genoux frôlent le sol et on se déplace dans la latéralité 3 fois à gauche, 3 fois à droite, d'accord? Allez, on y va. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, courage, 8, 9 et 10, super. Alors, lorsque vous finissez cet exercice, répétez le circuit qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire le travail des épaules, d'accord? Quart de squat, on pousse, ok? Deuxième exercice, fente avant, répulsion arrière, on alterne à chaque fois sur chaque jambe. Et puis, vous repartez encore sur cet exercice-là. Une dernière fois. 3 mouvements à gauche. 1,
3 mouvements à droite, 2. D'accord? Nous, on part pour le dernier mouvement. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. 1. 2. On met plus d'impact, la vitesse. 3. 4. 5. Super. 6. Allez, on fléchit. Plus les jambes, on descend. 7. Allez, plus bas, plus bas, plus bas. 8. Allez, encore. 9. Ok, super. Alors, chez vous à la maison, lorsque vous faites ce gainage-là, évitez d'avoir le fessier trop haut, d'accord? Il faut que les genoux et les cuisses soient perpendiculaires au sol, comme ça, d'accord? Et vous vous déplacez là, dans la latéralité, ok? Toujours en gardant la même position. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. Très bonne journée à vous sur RTI 1. Allez, ciao! Merci beaucoup à vous, coach Fabio Capello. C'est comme ça qu'on l'appelle communément dans la team Matin Bonheur. Salutations spéciales à toutes les équipes. Le mérite donc de notre matinale est collectif. Chacun à son niveau fait un travail vraiment magnifique. J'aimerais vraiment profiter de l'occasion pour saluer tous ceux qui travaillent. Comme on dit, les petites mains aux grandes mains. Une main, c'est une main et ça contribue bien sûr au bonheur de ces matinales. Aujourd'hui, attention mesdames et messieurs, en ce 6 février 2018, c'est la journée internationale sans téléphone portable. La question, est-ce que Nessie pourra tenir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça. Pourquoi pas? Mais Nessie peut tenir 2 secondes, 1 heure seulement. Oui. Je vous offre un cadeau. 1 heure. Oui, mais le téléphone portable fait partie de notre quotidien au matin. C'est celui-là même qui nous réveille. Il nous permet de prendre des notes, de smartphone, tout le temps connecté. C'est un peu compliqué. Mais ça devient une pathologie quand on peine à décrocher du téléphone, même quand on est entouré. Parce que ça nous permet de nous sentir moins seuls quand nous sommes dans des transports en commun. Attention à la nonophobie. À la nomophobie. Ça, c'est la maladie de ceux qui ne peuvent pas se passer de téléphone. Aïe, aïe, aïe. Notre ami Noël Kofi, qui sera avec nous dans le volet techno. Mais aujourd'hui, faites un effort, franchement, une journée, une demi-journée, sans smartphone, franchement, parce que ça prend des proportions. En même temps, Marco, il y en a qui nous suivent depuis leur téléphone portable. Oui, mais là, c'est pour une bonne cause. Là, vous êtes autorisé. Si c'est pour suivre RTI 1, c'est pour regarder le beau sourire de Nessie ou les vilains costumes de Marco. Oui, vous pouvez. Vous avez le droit. C'est même recommandé par les professionnels de la santé. Allez, on poursuit avec cette fois-ci, Marco. Un reportage, Nessie. Je vous envoie du côté du Zimbabwe. Je sais que vous aimez la bonne musique, vous aimez le jazz. Alors, je vous envoie découvrir maintenant une icône du jazz, Olivier Mtukudzi. Donc, il soutient les jeunes. C'est quelqu'un qui sait tendre la main. Et puis, au Zimbabwe, il est très apprécié. C'est le premier reportage qu'on vous propose ce matin. C'est Matin Bonheur. Merci d'être en notre compagnie. À 65 ans, Oliver Mtukudzi est la plus grande icône zimbabwéenne de l'afro-jazz. Connu dans toute l'Afrique, Tuku, son nom de scène, est désormais résolu à transmettre sa passion. Au Zimbabwe, ce guitariste autodidacte a ouvert près de la capitale une école de musique qui lui ressemble. We don't have a training because this is not a school. Il n'y a pas de formation parce que ce n'est pas une école. Nous ne faisons pas de l'éducation ici. Nous nous concentrons sur le talent. Une école dit « Hé, tu ne sais pas, viens, je vais t'apprendre ». Nous nous disons plutôt « Hé, tu as du talent, viens nous apprendre quelque chose ». But we don't say that. We say, hey, you've got it. Come, let's learn from you. Mtukudzi définit le centre Pakarepai comme un village des arts. Il n'y a ni enseignants, ni programme d'études, et surtout, pas de frais de scolarité. L'idée lui est venue lorsqu'il s'est rendu compte que les difficultés de sa jeunesse sont toujours là. Pour beaucoup de parents au Zimbabwe, la musique n'est pas une vraie profession. Pour leurs enfants, ils préfèrent la médecine ou le droit. Mes parents ne voulaient pas que je fasse de la guitare en même temps que l'école. Donc je venais ici pour pratiquer, j'empruntais une guitare à des amis et ensuite je rentrais chez moi. C'est pour aider des musiciens comme Rodwell que Mtukudzi a ouvert ce centre en 2004, qu'il finance lui-même. Situé sur un terrain de 3 hectares, équipé d'un studio d'enregistrement et de plusieurs scènes, Pakarepai a servi de tremplin pour de nombreuses carrières prometteuses. C'est une plateforme gratuite qui nous permet de pratiquer et d'apprendre. Lorsque le docteur Olivier m'a découvert, il m'a dit « Vous savez quoi, vous avez une voix magnifique, mais nous devons nous en occuper ». Il m'a pris sous son aile et c'est comme ça que j'ai pu rejoindre un groupe. Oliver Mtukudzi n'a pas abandonné la scène pour autant. Son 67e album sort en février 2018.
Le jazz, la musique qui soigne l'âme. Oui, c'est de la nourriture pour le corps et pour l'esprit. Pour l'esprit. Imaginez un beau coucher de soleil avec un bon verre un bon verre d'eau. Et puis voilà quoi. Ou de jus de pomme. Ou de jus de pomme. De jus de raisin, fermenté. Et là, ça fait du bien. Le jazz, c'est bien. Comme Matin Bonheur. Comme Matin Bonheur. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans le téléphone portable, mais c'est également la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales, donc féminines. On en parlera dans la dernière partie de l'émission, Marco l'a dit. Exceptionnellement, ce jour, on parlera santé, parce que c'est un problème d'ordre mondial et surtout africain. Voilà, donc on en parlera dans la dernière partie de l'émission. Mais pour l'heure, Mister Technologie est avec nous, Monsieur Noël Kofi. Voilà, donc c'est le jingle technologie et on part avec lui. Aujourd'hui, avec notre spécialiste de la technologie sur Matin Bonheur, on va parler de Li-Fi, ou si vous préférez, Li-Fi, Light Fidelity. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça retourne? Où est-ce que ça nous envoie? C'est quoi l'univers? Bref, rassurez-vous, prenez votre café, installez-vous confortablement et puis on écoute religieusement Noël Kofi. Bonjour Noël. Bonjour Marcin. Bonjour Marcelin. Bonjour Nessie. Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous verrons le Li-Fi. En français, c'est Li-Fi. En anglais, c'est Li-Fi. Personnellement, je préfère la prononciation française quand même. La prononciation francophone, c'est plus simple. Ouais, c'est plus simple. Voilà. Alors, le Li-Fi, qu'est-ce que c'est? C'est l'Internet par la lumière. Wow. C'est innovant, c'est inédit, c'est impressionnant. Et c'est, on ne va pas dire exit le Wi-Fi, mais c'est plutôt un cousin du Wi-Fi. Donc, Internet par la lumière, ça se transmet par des ampoules LED. On verra donc son principe de fonctionnement, d'abord son historique, comment tout est parti, qui a travaillé dessus, qui a présenté le concept, et également donc le fonctionnement et les avantages. Mais également, puisqu'il y a des avantages, il y a également des limites. On en parlera. Li-Fi, exactement. Il nous fait rêver. Chaque fois qu'il vient, il nous fait rêver. Après, il s'en va et on retourne avec nos vieilleries. OK, on y va. Et enfin, on verra à quel niveau on en est, nous, en Côte d'Ivoire. Et on verra qu'on n'est pas en reste. Plutôt, on est à la pointe en termes de technologie Li-Fi. Ah bon? Absolument. Ah, enfin. Absolument. Enfin, orange, blanc, vert, yes. Yes. Allez, on va commencer par la définition du concept Li-Fi. Donc, le Li-Fi, entendez en français Li-Fi, en anglais Li-Fi, Light Fidelity, c'est donc une technologie qui permet de transférer Internet par la lumière. Alors, Li-Fi, ce n'est pas le pseudo de Nessie sur Snapchat, non. Le Li-Fi ou Light Fidelity, c'est une technologie qui permet d'échanger des informations ou d'aller sur Internet grâce à la lumière. Alors, le Li-Fi ou Li-Fi en anglais, comme je disais, permet une communication sans fil basée sur l'utilisation de la lumière pour transmettre des informations et partager une connexion Internet. Le Li-Fi repose sur la lumière déjà existante autour de nous, comme par exemple la lumière que nous utilisons pour l'éclairage. Le Li-Fi modifie donc cette utilisation afin de transmettre également des informations de façon numérique à très haut débit. En branchant l'éclairage au réseau Internet, le Li-Fi permet une communication entre une lampe connectée et un terminal doté d'un émetteur spécial. Donc, alors que le Wi-Fi exploite la partie radio du spectre électromagnétique, le Li-Fi, lui, utilise la partie visible de ce spectre, c'est le spectre optique. Le Li-Fi se différencie de la communication par Wi-Fi, par infrarouge et par Bluetooth du fait qu'il n'utilise pas d'ondes radio. Alors, la connexion Li-Fi est opérationnelle dans la limite du cône de lumière que projette l'éclairage, généralement situé au plafond, afin d'offrir la plus large couverture possible. Wow. C'est très pratique, en tout cas. Ça sera chaud, tout le monde va se retrouver en dessous de l'ampoule. Bien sûr. Alors, l'avantage, c'est que personne ne voudra être dans les ténèbres. Bien sûr, c'est la lumière. Donc, la première démonstration de la communication Li-Fi date de 1880. Elle a été faite par Alexander Graham Bell, connu pour l'invention du téléphone. Il a donc créé un ingénieux système qu'il a baptisé photophone. Ce système permettait de transmettre sur plusieurs centaines de mètres le son de sa voix en utilisant la lumière du soleil. Donc c'était une invention assez impressionnante et il a dit de cette invention, notre imagination peut-elle nous dire ce que sera le futur de cette invention? Donc il utilisait un système de lentilles pour transmettre sa voix à un intermédiaire, à un destinataire qui avait un système de réception. C'était donc en 1880 et c'était très innovant. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'éclairage LED qui a fait émerger, c'est carrément les LED qui ont fait émerger cette technologie. Le développement du Li-Fi est fortement lié au développement des diodes électroluminescentes, ou LED en anglais, Light Electroluminescent. Donc, puisqu'elles sont seules, ce sont les seules sources avec le laser à avoir la capacité de communication très rapide. Et c'est donc Harald Haas, professeur de communication mobile à l'université d'Édimbourg, qui pour la première fois a utilisé le terme Li-Fi. Et c'était lors d'une conférence baptisée TED, et c'était en 2011. Donc, les conférences TED, ce sont des conférences internationales organisées par la fondation à but non lucratif de Spalding Foundation.
Alors là, on va attaquer carrément le fonctionnement du LiFi. Comment est-ce que ça se passe? Le système LiFi est composé de deux blocs principaux, un bloc d'émission et un bloc de réception entre lesquels s'intercale le canal optique. Le principe de fonctionnement est très simple. On va éteindre et allumer l'éclairage LED à très haute fréquence. Donc, on va le faire très vite. Lorsqu'on allume, c'est 1. Lorsqu'on éteint, c'est 0. Donc, on va envoyer du 1 et du 0 à très haute fréquence à un ordinateur doté d'émetteurs et récepteurs spécial qui va recevoir ces données 1 et 0. Donc, techniquement, c'est une petite lampe LED qui transmet des données par des variations de lumière extrêmement rapides, pratiquement 1 million de fois par seconde. Et c'est un peu comme du Morse, en fait, du Morse lumineux, et c'est invisible à l'œil nu. Donc, il suffit ensuite de se placer simplement dans la zone de lumière avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur pour communiquer et recevoir des informations. Le schéma est donc très simple. La connexion Internet vient par un petit, un module, un petit module qui transmet donc, il code ces données Internet en données numériques et c'est transmis donc à l'ampoule qui diffuse ces données chiffrées au poste récepteur qui reçoit ces données. Donc dans la pratique, les modules d'émission et de réception sont équipés de filtres pour améliorer la qualité de réception. Donc, c'est quand même très innovant. Donc, tous les récepteurs équipés de ces modules de réception peuvent capter la connexion Internet, peuvent recevoir des données et les partager avec les autres. On va attaquer directement les avantages pour voir en quoi cette technologie apporte un plus aux technologies actuelles. Alors déjà, c'est au niveau de la faible consommation d'énergie. Les LED consomment très peu d'énergie et il y a une durée de vie très élevée, pas moins de 50 000 heures. Ensuite, la rapidité au niveau du transfert des données. Contrairement au Wi-Fi, qui est relativement lent, le Wi-Fi va 10 à 30 fois plus vite. Et donc là, c'est en pratique. Et en théorie, on peut atteindre des connexions jusqu'à 150 fois supérieures au Wi-Fi actuel. Absolument. Ensuite, l'absence d'ondes radio. Donc en ce moment, le réseau... Super haut débit. Bien sûr, du très, très haut débit. Très haut débit. En ce moment, il y a beaucoup d'ondes radio avec le Wi-Fi, l'infrarouge, voilà, et tout ça, la 3G, la 4G, mais avec le LiFi, on n'a pas d'ondes radio. On n'a strictement aucune onde radio. Donc c'est pratique pour les hôpitaux, pour les avions et tout. Ensuite, les LED voient leur coût de production diminuer à chaque fois. Donc, ça permet de réduire les coûts également. Au niveau de la sécurité, le LiFi, tant qu'on n'est pas en dessous de la source lumineuse, on ne capte pas le réseau. Donc, c'est quand même pratique pour un bâtiment. C'est uniquement ceux qui sont à l'intérieur du bâtiment qui pourront capter le réseau. Il n'y a pas de risque donc de perturbation, contrairement au Wi-Fi qui émet des ondes. Lorsqu'on a un récepteur assez puissant, on peut capter le réseau du voisin. Et puis, il y a beaucoup de pirates pour le Wi-Fi. Bien sûr. Il y en a qui se plaignent même comme si c'était leur propre réseau. Pourquoi son Wi-Fi n'en passe pas aujourd'hui? Voisine, pourquoi tu as éteint le Wi-Fi? Et le Wi-Fi et la 3G sont aujourd'hui quand même saturés. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se connectent. Avec le LiFi, on pourra donc éventuellement attaquer un nouveau spectre qui n'est pas encore utilisé et qui est relativement gratuit, donc ce serait assez pratique. Donc ça veut dire que nous, par exemple à la RTI ici, normalement on doit être gâtés côté LiFi, avec toutes ces lumières-là. Imaginez. Absolument, parce que le LiFi utilise le système d'éclairage existant. Donc on accole simplement, on superpose, on ajoute un équipement spécial qui permet donc de transférer Internet via la lumière. Et quand vous êtes en dessous, vous captez. Donc ici, c'est clair que le réseau sera optimal. Voilà, d'accord. Et je sais que nos techniciens, tous ceux qui sont chargés de la technique, la RTI pensent à ça et que dans quelques mois seulement, on aura officiellement le LiFi à la RTI. Et c'est très bien vu. Alors c'est donc un réseau sécurisé, c'est donc un réseau qui permet de partager des données uniquement en dessous de la lumière. Et c'est innovant parce que c'est un spectre qui n'avait pas encore été utilisé précédemment. C'est donc, on ne va pas dire tout à fait l'avenir du Wi-Fi, c'est le cousin du Wi-Fi. Donc il améliore le système avec ses innovations, mais il présente également quelques limites tout de même. Pas d'inconvénients seulement. Pas d'inconvénients, juste des limites surtout. Donc au niveau des limites déjà, on peut dire que... Est-ce qu'il n'y a pas de risque l'exposition à la lumière comme ça, il n'y a pas de risque? Pas aucun, parce que la lumière ne traverse pas tout ce qui est opaque. La lumière ne traverse pas le corps humain. Et donc, ça n'émet pas d'ondes radio, pas d'ondes électromagnétiques. Donc, aucun risque sur la santé, aucun risque sur les appareils électro... Et on parle aussi de lumière glacée, cool screen, de lumière glacée, tout ça. Est-ce que ça fait partie aussi de... En principe, non, c'est uniquement les lumières LED qui sont employées pour ce genre de transfert de données. Parce qu'aux États-Unis, ils ont des éclairages glacés, la lumière froide. Qui permet donc d'envoyer carrément de la température. Ce qu'il faut faire, il faut juste changer les ampoules. Changer les ampoules, il faut passer simplement au LED. Avec le LED, on pourra transmettre les données parce qu'il n'y a que le LED et le laser qui permettent d'envoyer du contenu à très haute vitesse. Alors, les limites. Les limites. On attaque les limites. Donc, avec les limites, on peut dire simplement que la lumière, contrairement aux ondes radio, ne peut pas passer au travers des murs. Donc, il ne pénètre pas toutes les matières opaques. Alors, ça limite un peu, contrairement au Wi-Fi qui traverse les murs, qui traverse les personnes. Le LiFi, lui, se limite à la lumière. Il faut être en dessous de la lumière. Donc, ça, c'est une limite, mais en même temps, c'est un avantage parce qu'on ne peut pas pirater le réseau. Ensuite, au niveau du champ d'action, le Wi-Fi a un champ d'action de pratiquement 30 mètres. Contrairement au LiFi, c'est 10 mètres maximum. Au-delà de 10 mètres à 15 mètres, le réseau est détérioré. La réception est plus bonne. Ensuite, oui, 10 mètres maximum.
maximum. Ensuite, il faut être en dessous de la lumière pour capter le réseau, puisque c'est par la lumière que ça transmet. Lorsqu'on est hors du champ, hors du cône lumineux, on ne perçoit plus la lumière et on n'a pas le réseau. Donc c'est plus bon pour des utilisations domestiques Tout à fait. Domestique ou professionnel, dans un cadre bureau, dans un cadre dans le domicile, c'est plus pratique. Et l'autre limite, c'est que la faible quantité d'équipement, malheureusement, c'est une technologie qui est encore en phase de lancement. C'est maintenant, donc en 2018, qu'on attaque la phase de commercialisation et il n'y a pas beaucoup d'équipements qui intègrent encore cette technologie. Mais les nouvelles sont bonnes. Il va très bientôt être disponible sur le marché de nombreux produits qui vont intégrer les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, ça va venir. Et les équipements sont mobiles? On peut les déplacer? Ou Absolument. quand on les pose à la maison, c'est juste pour la maison? Non, ce sera entièrement mobile. Au bureau. Déjà, en ce moment, ce qui est présenté, c'est des supports de genre une clé USB qui se connecte à un ordinateur existant qui permet de recevoir les données. Donc, ça commence à être commercialisé au fur et à mesure, mais dans un avenir très proche, je pense même d'ici la fin de cette année, d'ici le milieu, mi-année, fin de cette année, il y aura donc un support, ce sera intégré directement à l'ordinateur ou au smartphone. Donc là, ça promet. Bien sûr. Alors, qu'en est-il pour la Côte d'Ivoire? On verra donc en Côte d'Ivoire, on n'est pas en reste, au contraire, on est à la pointe avec une start-up ivoirienne qui s'est lancée, qui s'est spécialisée dans ce domaine-là. Alors en Côte d'Ivoire, la start-up fondée par, il s'appelle Ange-Frédéric Balma. C'est un Ivoirien, un jeune entrepreneur qui a fondé cette start-up et qui a fait de l'intégration des solutions LiFi sa chasse gardée. Elle se positionne donc comme le premier acteur africain de l'intégration de solutions LiFi et d'éclairage intelligent. Wow. Donc, cette jeune entreprise s'est résolue à rattraper le retard accumulé par l'Afrique en termes de déficit énergétique, d'accès à l'éclairage pour tous et la connectivité Internet haut débit, le tout par l'éclairage intelligent. En plus de poser l'énergie solaire, elle installe également l'éclairage intelligent et le LiFi. Pour cette entreprise, il ne s'agit plus de vendre uniquement des sources lumineuses et des luminaires, mais des solutions et des systèmes d'éclairage intelligent commercialisés comme un système de communication sans fil. Donc, une lampe installée dans une école en Côte d'Ivoire permet d'avoir accès à Internet. Ange-Frédéric Balma, jeune entrepreneur qui s'est spécialisé dans cette technologie. Des capteurs photovoltaïques, comme on le voit à l'écran, permettent de générer de l'énergie solaire. Ce système est couplé à un petit composant intégré à la lampe LED qui permet de partager Internet par la lumière. Et donc, Ange-Frédéric Balma a déployé ce système dans un village à l'ouest du pays. En avril dernier, Ange-Frédéric a installé cette technologie dans le village de Drongouiné. Donc, c'est carrément à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Donc, il a posé ce système, ça fonctionne parfaitement. L'objectif du projet pour la jeunesse en milieu rural est d'abord d'apporter le développement en mettant le savoir et l'information à la disposition, donc à la portée des utilisateurs. Leur permettre d'étudier, car selon lui, et je pense qu'il y a du vrai dedans, l'analphabète de demain, c'est celui qui ne saura pas utiliser un ordinateur, une tablette et un smartphone. Donc, d'ici 2020, son équipe espère pouvoir déployer 2000 points LiFi supplémentaires avec un but bien précis. Favoriser le retour à la Terre par le déploiement de l'énergie solaire, de l'éclairage intelligent pour tous et de l'Internet par la lumière. Donc, c'est un système assez ingénieux. Super initiative. Hein. Et c'est bien vu. Et ça s'adosse aussi à l'énergie solaire, tout ça? Tout à fait. Donc, compte tenu de la zone, c'est assez reculé. Voilà. Déjà, avec l'énergie normale, ça peut se brancher normalement, mais dans une zone reculée, avec l'énergie solaire, ça permet d'alimenter le système et donc de partager la connexion par la lumière. Super initiative. Hein. Et si ça marche bien en zone rurale, c'est sûr qu'à Abidjan... Absolument. Ici, c'est carrément optimal avec déjà les infrastructures existantes. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ça s'installe sur l'existant, sur l'éclairage ambiant. Il suffit simplement de passer au LED. Et en ce moment, le LED est quand même en train d'être répandu, hein, l'éclairage ambiant, l'éclairage extérieur, parce que ça consomme moins d'énergie. Les coûts de production sont en train de réduire. La durée de vie est également très longue. Donc, c'est que des avantages pour la LED. Et une fois que la LED est installée, on n'a qu'à coupler le système de LiFi et la connexion Internet également est partagée. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes en compagnie de notre spécialiste techno. Nessie est pratiquement bluffée, elle aime tout ce qui est technologie. Là, elle est en train de prendre beaucoup de notes là pour installer ça chez elle, mais c'est très cher. On n'a pas parlé encore du prix. On n'a pas encore parlé des coûts, non. Noël Kofi, donc parlons du prix. Alors, en termes de coûts, la technologie n'est pas encore vulgarisée, mais c'est en train de venir. Comme je disais, les équipements sont encore en production. Certes, on est en train de dépasser la phase lancement. On attaque maintenant la phase commercialisation. Donc, les équipements ne sont pas encore vulgarisés. Le grand public n'a pas encore tout à fait accès à cela. Donc, c'est très cher. Donc, c'est très cher. Directement, c'est très cher. La fourchette. La fourchette en termes de coûts, l'équipement à lui, la communication n'a pas encore été très bien faite sur les coûts. Mais ce qu'on peut savoir déjà, c'est que l'énergie solaire en elle-même a un coût déjà relativement élevé. Mais ça, on réussit à faire des économies en fait dans le temps, puisque ça permet de faire des économies d'énergie et tout. Mais en termes de coûts, l'énergie solaire se chiffre à quelques millions quand même. Et ce serait bien pour les ONG, pour les entreprises, dans un premier temps, et puis progressivement aller donc
creuser encore plus par rapport à ce que ce jeune Ivoirien a fait avec sa Bien start-up. sûr, bien sûr. Et c'est un champ d'application qui est très vaste. C'est oui. très vaste. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut améliorer le réseau, on peut sécuriser ces données. On peut également libérer les points d'accès Wi-Fi uniquement, parce que le Wi-Fi, c'est pour une zone précise. Alors, quand on organise, par exemple, une conférence et qu'on reçoit de nombreux invités, on peut utiliser le Wi-Fi pour la zone des invités et le Wi-Fi pour les personnes qui sont plus éloignées, qui peuvent se connecter à distance. Quand il y a un anniversaire, un mariage, on peut plus envoyer des images à ceux qui sont à l'extérieur. Tout à fait. Parce que la lumière, on est dans un endroit circonscrit. Je pense que c'est ce qui est très intéressant. Quand on est dans un endroit où le périmètre est circonscrit, là, on a plus d'efficacité. Effectivement, effectivement. Donc, c'est juste pour les personnes de cette zone-là. Elles utilisent les données, elles utilisent la connexion Internet et elles partagent, elles envoient le contenu. C'est quand même très pratique. Et le Wi-Fi, c'est quand même pour des personnes qui sont plus distantes par rapport au point d'accès. Comment vous voyez le Wi-Fi dans 10 ans? Alors, je pense que dans le 10 Wi-Fi ans, est-ce que sera... vous pensez qu'on pourra échapper au fait d'être sous la lumière? Est-ce que le spectre ne va pas s'élargir un peu plus? Je pense qu'on va développer des ampoules déjà plus puissantes, qui ont des zones, des champs d'action plus élevés. Voilà. Je pense également que la technologie sera intégrée à l'éclairage ambiant, donc au réverbère, à l'extérieur, à l'éclairage extérieur. Donc on pourra se connecter à une borne carrément dans la rue. Ça, ce sera quand même très pratique. Je pense aussi, très pratique. Bien sûr. Je pense aussi que la technologie sera vulgarisée. Nos smartphones pourront se connecter directement par Wi-Fi. Donc le système sera intégré à l'équipement et on pourra directement se connecter donc au Wi-Fi. Et je pense que ce sera une technologie très vulgarisée. Je pense que ça va prendre très vite quand même. Et vu qu'il y a de bonnes alternatives par rapport au Wi-Fi existant, une rapidité de connexion, une zone de couverture, une sécurisation des données, je pense qu'il y a un très bel avenir pour cette technologie-là quand même dans les jours à venir. Merci, merci beaucoup, merci d'avoir partagé. Bah oui, ça fait plaisir de savoir que bientôt on n'aura plus de problème de connexion. Et c'est à l'avantage de tout le monde, surtout dans les hôpitaux, dans les zones reculées, on pourra suivre des opérations en direct. Tout à fait. C'est très intéressant. En fait, c'est pas de ça qu'elle veut parler. Elle veut parler aussi de l'affairage sur Internet, le débit sera encore plus long, tout ça, c'est ça aussi. Oui, savoir ce que Marco fait quand il n'est pas sur le plateau de Matin Bonheur, qu'est-ce qu'il fait, Madame Kadi Fadiga, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est chez elle. Alors, avant de laisser partir notre spécialiste maison, on va poser la dernière question. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans téléphone portable. Est-ce que c'est possible en 2018? Alors, ça va être difficile quand même, ça va être difficile parce que le smartphone a carrément changé la vision qu'on avait du quotidien. Aujourd'hui, on passe énormément de temps sur le smartphone, mais je pense qu'une journée mondiale sans smartphone a quand même son avantage. Parce qu'il faut pouvoir à un certain moment sortir un peu du virtuel et puis se frotter un peu à l'existant, partager des choses dans la réalité avec le voisin, avec la voisine, avec les parents et tout, rendre visite. Ce côté humain des choses est quand même très important. Comme moi je dis toujours, je préfère avoir des likes dans un pub que sur Facebook. Merci beaucoup, Noël Kofi. Merci pour l'éclairage que vous nous apportez chaque mardi dans le thème donc, techno. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Et la semaine prochaine, on parlera avec vous de... La semaine prochaine, je pense qu'on sera un peu sur les maisons connectées. Waouh! Les maisons connectées. Bien sûr. Et ça promet. Nous, on va prendre un abonnement. Merci d'être à Matin Bonheur. C'est un plaisir. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un bon et très bon réveil. À suivre dans cette émission, bien sûr, la thématique aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons parler santé pour être arrimé à l'actualité. Vous savez que c'est la journée internationale de lutte contre les mutilations faites aux femmes. Nous allons parler avec deux personnes très importantes dans la lutte. Une personne émanant du ministère, une personne vraiment au contact d'un quotidien avec ces femmes qui souffrent des affres de l'excision. Par exemple, qui prend de l'ampleur dans notre pays. On aura des chiffres parfois qui vont nous faire peur, mais heureusement, le gouvernement travaille pour que cela puisse être enlisé. Alors, nous allons aller au journal maintenant. Maïsako est là pour le journal, mais avant, la couleur du temps. Vous êtes à Matin Bonheur et vous avez... La météo. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, après un début quelque peu nuageux sur la moitié sud du pays, l'on observera de belles entrées du soleil. Dans l'autre moitié, le ciel restera faiblement nuageux avec quelques intrusions de vent sec. Les variables de la matinée, on notera 26 degrés comme maximale sur la ville d'Abidjan, 25 degrés à Diaké, 24 degrés à Bondougou, 23 degrés à Boaké, 24 degrés à Daloa, 25 degrés à Damboko, 24 degrés à Gagnoa, 22 degrés et ça sera la minimale à Korogo-Komaman, 24 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra comme sur la ville de Tabou, enfin 23 degrés à Yamoussoukro.
Dans l'après-midi, le soleil sera d'aplomb sur l'ensemble du pays, malgré les quelques passages nuageux qui atténueront par moments ses effets. Toutefois, en fin d'après-midi, quelques bourgeonnements feront éclater localement pluie et orages à l'ouest et dans le sud forestier. Les variables à présent de l'après-midi, on notera 32 degrés à Abidjan comme sur la ville d'Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, à Boaké ainsi qu'à Daloa, 35 degrés de maximal à Damboko, 34 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 32 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro comme sur la ville de Sassandra, 30 degrés de minimal à Tabou, enfin 33 degrés sur la ville de Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette édition. Un car de transport d'étudiants a fait une chute dans un ravin ce lundi matin à Cocody. L'accident a causé la mort d'un étudiant et fait 16 blessés, dont 8 cas graves. Les blessés ont tous été pris en charge. L'administration de l'école a décrété 3 jours de deuil. Serge Koléa. Le drame est survenu dans la matinée de ce lundi 5 février. Le car du ramassage de l'Institut universitaire d'Abidjan finit sa course dans un ravin au moment où le conducteur s'apprête à stationner non loin de l'établissement à Cocody, 2 plateaux. L'homme aurait perdu le contrôle du véhicule qui s'est lancé dans une course folle. Bilan, 1 mort, 20 blessés, dont 8 cas graves. 12 autres passagers du minibus s'en sortent avec des blessures légères. Informé de la situation, le professeur Bakayoko Liramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est venu apporter le soutien du gouvernement aux victimes. L'équipe médicale nous a fait le point. Il y a 7 blessés graves qui sont donc venus dans cette clinique et nous déplorons un décès d'un étudiant de primaire de droit. Et nous sommes venus donc exprimer la compassion et la solidarité du Premier ministre et de tous les membres du gouvernement à la famille du défunt. Et je voudrais saluer donc Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et toute son équipe parce que le SAMU a eu une réaction très rapide qui a permis donc de prévenir les complications au niveau des blessés graves. Les étudiants encore sous le choc ont été pris en charge par les services de santé. Selon eux, le minibus a bien commencé son service à Port-Boué ce matin avant que la situation ne vire au drame devant l'établissement. Nous changeons de registre. Le ministre Jean-Claude Kouassi veut étendre les prestations sociales aux acteurs du monde rural. Dans cette vision, les planteurs et leurs familles doivent pouvoir bénéficier d'avantages sociaux, comme cela se fait avec les travailleurs du secteur formel. Pour analyser tous les aspects de cette volonté du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, des réflexions se tiennent depuis ce lundi à Abidjan. Nous restons avec Serge Koléa. Premier pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire, socle du développement économique, le secteur agricole continue cependant de baigner dans un environnement précaire. Les travailleurs et leurs familles évoluent dans l'informel et ne bénéficient d'aucune couverture ou protection sociale. Pour le ministre Jean-Claude Kouassi, il faut mettre fin à cette situation. Aujourd'hui, les seuls travailleurs couverts sont issus du secteur formel, public et privé. La question de la protection sociale des travailleurs
exerçant dans le monde agricole constitue l'une des priorités de nos gouvernements respectifs et des organisations internationales qui sont nos partenaires techniques et financiers. Quelles sont les barrières qui font obstacle à la mise en œuvre d'une politique de protection sociale en faveur des planteurs et producteurs des zones rurales? Quelles solutions envisager? Autant de questions qui fondent la tenue de cet atelier. Nous poursuivons avec le secteur de l'agriculture. Selon l'Organisation internationale du café OIC, la demande mondiale du café devrait augmenter de 25% d'ici à 2025 en raison de la demande croissante de nouveaux marchés. Or, le déficit à ce jour est de 60 millions de sacs. L'Afrique veut augmenter sa part de marché en forte baisse depuis la décennie 90. Comment? Par la synergie des actions. Une réflexion à court dans ce sens à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, par l'ensemble des pays africains producteurs regroupés au sein de l'OIAC, Organisation interafricaine du café. Thème du conclave, le développement d'une caféiculture durable pour l'émergence de l'économie africaine. Noël Nyanyou. Le café, hier, produit capital des pays d'Afrique en raison des recettes tirées de son exportation pour les pays producteurs. L'Afrique occupait la deuxième place après l'Amérique du Sud. La Côte d'Ivoire comptait dans le top 5 des pays producteurs. Aujourd'hui, les réalités sont tout autres. Les pays africains producteurs sont placés devant le double défi d'une production insuffisante et d'un niveau de consommation très faible. Le premier pourrait s'expliquer par le fait du vieillissement et des maladies des vergers, de l'âge avancé des producteurs, de la pénibilité des travaux liés à la culture et à la production, de l'utilisation des plants peu performants en termes de productivité, de la rareté de plus en plus marquée de terres et de la timide vulgarisation des fruits de la recherche. Le second pourrait trouver réponse dans le faible niveau de transformation locale du café. Il faut corriger cet état de fait et repositionner l'Afrique dans le peloton de tête parce que le marché va croître de 25% dans les 10 prochaines années. Or, le déficit actuel est de 60 millions de sacs par an. Les pays producteurs africains veulent améliorer leur niveau de production en quantité et en qualité, c'est-à-dire augmenter leur part de marché. Une réflexion est initiée à cet effet en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, sur 2 jours. Les sommités de la filière, les chercheurs se donnent le temps de coordonner leurs approches de la productivité et de la transformation pour exploiter tout le potentiel économique de cette spéculation à forte valeur ajoutée. Parlons économie. Bien qu'interdite par la loi, la vente de billets et de pièces de francs CFA est une activité qui prolifère en Côte d'Ivoire. Une activité à laquelle la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest entend mettre un terme définitif. Le directeur national de la BCAO pour la Côte d'Ivoire est revenu sur les sanctions qu'encourent les personnes qui se rendent coupables de cette pratique. Les précisions de Jean-Luc Bangou. Le commerce du détail est fréquemment perturbé par la rareté de petites coupures et de pièces de monnaie. Des incompréhensions fréquentes opposent les vendeurs et les clients lors du règlement des opérations commerciales. Une situation à laquelle est venu se greffer un phénomène, la vente de billets et de pièces de francs CFA. Nous, on s'en cherche une monnaie à la station, on demande à les apprentis. Souvent, on paye 400 cents, on leur donne 500. C'est comme ça, sinon on gagne monnaie pour venir vendre ici. On s'en paye la mosquée, le mendiant qui fait bisabili, on s'en paye ça là. Un phénomène qui prospère malgré son caractère illicite. Toute personne qui se rend coupable de cette pratique communément appelée vente de billets ou de pièces de monnaie de francs CFA s'expose à une peine d'emprisonnement d'1 an à 3 ans et à une peine d'amende de 1 million à 3 millions de francs CFA. Le directeur national de la BCAO se veut rassurant quant à la disponibilité de la monnaie dans le commerce. La Banque centrale met régulièrement à la disposition de l'économie nationale des billets de petites coupures et des pièces de monnaie à travers notamment les banques, les régies financières, les pharmacies et les supermarchés. Pour ne pas tomber sous le coup de la loi, Chalouo Koulibaly invite les populations à la vigilance en refusant d'être des victimes ou complices de ces vendeurs de billets ou de pièces de francs CFA.
Ce samedi 3 février, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré, les acteurs du milieu et les partenaires techniques et financiers se sont rencontrés au cours d'un dîner-gala. Au centre des échanges, la redynamisation du secteur en vue de répondre au mieux aux besoins en compétences du secteur productif et donner plus de chances aux jeunes formés dans leur insertion professionnelle. On fait le point avec Davis Oyo et Franck Quadio. Un espace en bordure de la lagune ébriée, c'est le cadre choisi par les acteurs des systèmes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, réunis autour de leur premier responsable, le secrétaire d'État Mamadou Touré. Ils échangent sur les perspectives 2018. Il s'agit pour Mamadou Touré d'impulser un nouveau dynamisme à ce secteur. L'incohérence que nous avions jusqu'à présent était que des écoles étaient implantées dans des régions sans que ces écoles aient un lien avec la réalité économique de ces régions. Alors la réforme majeure que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est de faire en sorte que les écoles dans les régions tiennent compte des réalités économiques des régions. L'une des réformes importantes, c'est de permettre aussi à des enfants, dès la classe de CM2, d'aller en année préparatoire dans des écoles donc, de formation professionnelle. Nous sommes à une phase expérimentale dans une dizaine d'écoles et nous comptons généraliser donc dès l'année prochaine. Pour l'année écoulée, le secteur a pu réaliser entre autres la réhabilitation de 26 établissements, dont 8 totalement équipés. En matière de nouvelles constructions, le centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon qui fonctionne depuis le 4 janvier 2018 et 15 autres sont en cours de construction. Ces infrastructures témoignent du bond en avant réalisé par les responsables de la formation professionnelle. Il s'agit de faire de ce domaine un outil pour l'insertion socio-professionnelle durable des jeunes. À l'étranger, le Front Polisario qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental est prêt à des négociations directes avec le Maroc qui en contrôle la majeure partie. Une délégation sahraoui a été reçue le 25 janvier dernier à Berlin par le nouvel envoyé spécial de l'ONU, Horst Köhler, nommé en août et qui a entamé des discussions séparées avec le Polisario et Rabat. L'Allemagne va verser pour la première fois des indemnités à des Juifs originaires d'Algérie, victimes de mesures antisémites de France de Vichy, alliés du régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. On fait à présent le reste de l'actualité internationale en bref avec Moussa Konaté. Des échauffourées ont eu lieu ce lundi en Guinée après des élections locales tenues ce dimanche dernier dans le pays. Des électeurs, administrateurs territoriaux, candidats indépendants se sont affrontés. Il aurait eu un mort. Les résultats sont attendus jusqu'au vendredi 9 février. Les dernières échéances locales en Guinée remontent à 2005 sous le régime du général Lassana Conté. Environ 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner les dirigeants des 342 communes. Des responsables de l'opposition ont dénoncé des fraudes massives lors de ces élections. Jacob Zuma est poussé vers la sortie par l'ANC, le Congrès national africain. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud s'est réuni ce lundi pour tenter de trancher la question du départ anticipé du président Zuma, de plus en plus urgente, à 3 jours de son discours sur l'état de l'Union devant le Parlement. L'ANC veut éviter la débâcle aux élections générales de 2019. Le parti, écœuré par les multiples affaires de corruption dont est accusé le chef de l'État. Les partisans du nouveau chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa, élu en décembre sur la promesse de lutter contre la corruption, font tout pour son départ. Le procès à Bruxelles où comparaît Salah Abdeslam a été suspendu jusqu'à jeudi. Le seul membre encore vivant des commandos djihadistes du 13 novembre 2015, accusé d'avoir tiré sur des policiers dans la capitale belge en mars 2016. Une deuxième journée d'audience était initialement prévue pour mardi, mais elle a été annulée pour permettre à Maître Svan Meri, l'avocat de Salah Abdeslam, de préparer sa plaidoirie, a annoncé la présidente du tribunal, Marie-France Göttgen. L'accélération de la procédure s'explique en partie par le refus de Salah Abdeslam de répondre aux questions. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï. Mais il est passé où le Hamza Diaby? Il est en vacances? Je suppose. Ah, il est en vacances, on le salue. Hein. Mon petit doigt me dit qu'il est quelque part vers Honolulu, tout ça, Hawaï. Un peu comme vous. Vous étiez où? Parce que vous avez repris depuis le 31 janvier. Ah, mais si c'est vrai, j'étais en congé. C'est vrai comme c'est ce je suis très locale. Très locale, oui. Dans votre village?
Non, Abidjan. Abidjan. Abidjan sur scène. D'accord. Merci, on vous retrouve demain, 6h30. Merci, à Votre demain. émission se poursuit. Cette fois-ci, on part à Hong Kong où des députés ont voté une loi pour interdire la vente de l'ivoire. Un trafic qui se fait de plus en plus et c'est très bienvenu depuis Hong Kong. On y va. L'éléphant d'Afrique est le plus grand mammifère au monde. Autrefois massivement présent sur le continent, il a vu sa population passer de plusieurs millions au début du XXe siècle à quelques 470 000 aujourd'hui. Les conflits et la disparition de l'habitat ont eu un impact sur le nombre d'éléphants, mais pas autant que le commerce illégal de l'ivoire, aujourd'hui principale menace à la survie de l'espèce. Quelques 30 000 éléphants sont braconnés par an. Les défenses alimentent le trafic de l'ivoire, estimé à quelques 3 milliards de dollars par an. La demande vient essentiellement d'Asie de l'Est, où les défenses brutes se vendent plus de 1 000 $ le kilo. La Chine représente quelques 70% de la demande. En 1989, la Convention sur le commerce international des espèces menacées a décrété une interdiction et permis à leur population de se reconstituer partiellement. Dans le cadre du combat contre le trafic, en 2016, le Kenya a détruit plus de 100 tonnes de stock d'ivoire, estimé à 110 millions de dollars, la plus grande quantité jamais détruite. Selon une étude parue dans l'American Journal of Science en 2015, l'essentiel du braconnage s'effectue dans une zone protégée, allant du Cameroun au Congo et au Gabon, ainsi qu'en Afrique de l'Est, en particulier en Tanzanie. Les cargaisons quittent généralement le continent par le Kenya, le Mozambique, Zanzibar et le Cameroun, transitent par la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et l'Asie du Sud, pour terminer en Chine et au Japon. L'ivoire est alors sculpté en de petits objets décoratifs ou bijoux avant d'être vendu. Malgré des techniques sophistiquées pour suivre braconniers et cargaisons, le trafic régresse peu. En cause, la corruption, le manque de fonds et une difficulté pour les gouvernements à contrôler les activités délictueuses. Et oui, j'espère que tout cela va permettre au trafic donc de régresser vraiment. Parce que l'or blanc, hein, l'ivoire, ça génère beaucoup de convoitises. Parlant d'or, mais or tout court, pour gagner sa vie, pour gagner son pain. Vous le savez depuis longtemps maintenant, la rubrique Entreprendre est animée par un monsieur plein de pédagogie et d'explications directes. Avec lui, on a l'or pour entreprendre. C'est Jean-Baptiste Kouadio. Avec lui, aujourd'hui, on se fait le point de tout ce qu'on a vu depuis son intervention, le début de son intervention dans Matin Bonheur. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste Kouadio. Bonjour, Marco. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste. Ça va très Et bien. si on se faisait un petit bilan aujourd'hui de tout ce qu'on a vu depuis? Alors, de l'idée d'entreprise au financement. De l'idée d'entreprise au financement. Ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que les jeunes Ivoiriens sont obligés d'entreprendre. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que si vous allez au plateau, à la fonction, dans les tours administratives, les bureaux sont pleins. Il n'y a plus de place pour être fonctionnaire. Donc, on est obligé d'entreprendre. Et j'ai dit toujours qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Il faut, pour entreprendre, avoir une idée d'entreprise. C'est ce qu'on a dit. Et l'idée d'entreprise se détermine par rapport aux besoins exprimés par les individus. Premier besoin, par exemple, on a besoin de manger. Mais on va se poser des questions. Qu'est-ce que les gens veulent manger? Comment veulent-ils le manger? Où veulent-ils le manger? À quel moment? Quand veulent-ils le manger? Et ainsi de suite. Donc, en répondant à cette série de questions, on a certainement une idée d'entreprise. Et lorsqu'on a eu l'idée d'entreprise, on ne saute pas le pas. On ne se précipite pas. Le monde n'a pas été fait en un seul jour. Dieu a mis 7 jours et il sait pourquoi il a mis 7 jours. Donc, on va pas à pas. Donc, une fois qu'on a l'idée d'entreprise, on va faire le plan d'affaires. C'est-à-dire, on va faire une maquette du fonctionnement de son entreprise. Comment ça va fonctionner au plan commercial, au plan juridique, au plan financier, au plan social, au plan technique, pour pouvoir offrir la meilleure nourriture au bon moment, aux bonnes personnes. C'est ça. Dans ce qui revient notamment dans les messages des jeunes par rapport à vos différentes interventions, c'est que ils veulent entreprendre. Les jeunes en Côte d'Ivoire ne sont pas fainéants, ne sont pas paresseux. La population de notre pays est à majorité jeune, très très jeune. Ils veulent entreprendre, mais le cadre et l'environnement les découragent beaucoup. D'où l'exode
de façon licite ou illicite. Aujourd'hui, on a énormément de jeunes très talentueux qui sont à l'extérieur. Par exemple, dans l'entourage du président de la République, c'est peut-être une information que les gens ne savent pas, mais il y a énormément de cadres d'Ivoiriens, de jeunes qui viennent de l'extérieur, qui ont décidé de mettre leur service, de mettre leur talent au profit de l'économie. Mais il y a d'autres qui n'ont pas la chance de faire des études, tout ça. Mais les banques ne prêtent pas. Comment on peut vraiment... On a beau avoir les bonnes idées, mais on est un peu dans le... Excusez-moi d'être un peu long parce que c'est important, je pense. On est un peu resté dans le carcan du style, quand on n'a pas quelqu'un pour nous aider, quand on n'a pas quelqu'un de bien placé, quand on n'a pas quelqu'un qui est de la même religion, de la même ethnie, mais de la même région, c'est difficile. Comment on fait? Bien, il faut... Moi, je pense que les jeunes doivent dépasser cet état d'esprit. Moi qui vous parle, je n'avais personne. Quand je venais à Abidjan, mon papa était au village. C'est aussi simple que ça. Et en 90, quand je commençais la formation professionnelle, je n'avais pas un seul copec en poche. Mais c'est les idées qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Ils ont des idées, ou bien ils n'en ont pas, mais il faut qu'ils regardent l'environnement. Le cadre dont vous parlez, c'est à eux d'agir sur ces cadres. Comment? C'est à... On a dit ici que l'entrepreneur, c'est celui qui fait arriver ce qui n'existe pas. Donc, il faut qu'il s'arme de courage. Ne pas dire, comme je n'ai pas un parent haut placé, comme je n'ai pas un oncle ici, je ne peux pas faire quelque chose. Non, ce n'est pas possible. Lorsqu'ils vont commencer, l'adage dit quoi? Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais tout à l'heure, Marco a dit quelque chose. Moi, je pense que si nous tous faisons l'expérience suivante, allons-y à Yopougon tout à l'heure, vous allez voir plein de jeunes assis devant des bouteilles d'alcool ce matin. Allons-y à Bobo, allons-y à Marcory, allons-y à Gagnoa, allons-y à Korogo, partout. Et ils vont venir nous dire on n'a pas d'argent pour entreprendre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir de l'argent pour boire autant d'alcool et dire qu'on n'a pas d'argent pour entreprendre. Moi, je ne crois pas à ça. Parce qu'on ne fait pas de l'entrepreneuriat une priorité. On ne fait pas de l'entrepreneuriat une priorité. Mais, Monsieur Kouadio, il y a des jeunes qui font de l'entrepreneuriat une priorité. Oui. Ils ont des projets, ils vont rencontrer des gens. Oui. Et à leur grande dame, ces personnes-là leur arrachent le projet. Ils font fi de les aider et au moment où ils s'en rendent compte, ce projet est exécuté par ces personnes-là. Par ces personnes. Comment ils doivent réagir? Comment ils doivent réagir? Ils n'ont aucun recours. Vous exposez votre projet à quelqu'un qui est plus riche que vous, mais il y a de fortes chances qu'il vous arrache ce projet. Je vous donne un exemple. Même dans la formation professionnelle, parfois je me suis retrouvé dans des entreprises où il y a des commerciaux qui sont venus me proposer de la formation professionnelle avec mon CV à moi dans leur proposition sans qu'ils sachent que c'est à moi qu'ils sont en train de parler. Comment? Je ne sais pas comment ils ont pu avoir mon curriculum vitae pour agrémenter, pour alimenter leur offre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la concurrence, elle va exister toujours, loyale ou déloyale. Mais pour éviter que quelqu'un s'approprie votre projet, proposez-lui une association sous forme de société. C'est-à-dire, cette fois-ci, vous allez vous mettre ensemble. Comme lui, il a l'argent et que vous avez les idées, vous allez aller ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on a l'idée, voilà. On a l'étude de faisabilité jusqu'au plan d'affaires. Voilà. Et puis, il y a, quand on a eu la chance, par exemple, d'avoir des moyens, gérer ces moyens-là. Faire en sorte, que, par exemple, que la comptabilité soit saine et qu'au niveau des états financiers, il n'y ait pas de problème. Parce que c'est bien beau de chercher l'argent, c'est bien beau de trouver, mais il faut pouvoir garder ça. C'est ce qui se passe. Ils ont l'idée, ils ont le financement, mais lorsqu'ils se lancent, il n'y a plus de suivi. Voilà. Il n'y a plus de comptabilité. Il n'y a pas de comptabilité. Parce qu'on pense que le plus dur est passé, c'était d'avoir l'argent. On pense que le plus dur est passé. C'est là maintenant que ça commence. Le plus dur n'est pas passé. Vous savez, je vais vous dire quelque chose aussi. Faire un enfant, là, c'est facile. Ça dépend. Les couples qui n'en ont pas. Toutes choses étant égales, par ailleurs. Mais prendre un enfant du début jusqu'à ce qu'il soit adulte, c'est un championnat. C'est un championnat.
Donc, une fois que l'entreprise a été créée, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est comment faire grandir mon entreprise. Absolument. Et la première mesure pour faire grandir l'entreprise, c'est d'avoir les informations concernant votre entreprise. Et on ne peut avoir cette information-là que par le biais de la comptabilité. Mais, je l'ai indiqué sur le plateau ici, si vous n'avez pas de comptable, prenez soin d'écrire tout ce que vous dépensez, tout ce que vous gagnez. Et puis un comptable viendra organiser l'information pour vous. Et à partir de cette information, vous aurez des états financiers. Et quand vous avez les états financiers, vous allez chez le banquier, il regarde vos états financiers, puisque c'est ça qui traduit votre activité. Ce n'est pas vous qui le regardez. Ce n'est pas vous. Il regarde votre activité à travers les états financiers. Il dit, celui-là, je peux l'aider. Mais si vous n'avez pas ça, vous venez, vous dites, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Mais lui n'est pas là-bas pour vérifier avec vous ce que vous faites tous les jours. Hein. C'est les états financiers qui vont renseigner les banquiers, qui vont donner l'information. En d'autres termes, il ne faut pas céder à l'euphorie. Non. Quand ça marche très très bien, il faut savoir avoir la tête froide et vraiment travailler sur la comptabilité, sur les investissements. Il faut voir loin, il faut donner de l'ambition à son entreprise. Il faut avoir une vision. Une vision. Et ne pas croire que du jour au lendemain, il ne faut pas courir derrière la richesse. Il faut courir derrière le business. C'est quoi la distinction? La distinction, c'est que moi j'ai mon entreprise, je veux voir mon entreprise grandir. Ce n'est pas des richesses qu'il s'agit. Ce n'est pas d'être riche tout de suite. Voilà. Non, non. Non, ça ne sert à rien. D'accord. Ça ne sert à rien. D'accord. Prenez le temps de faire grandir votre entreprise. La richesse viendra à vous. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Pendant ce temps, on travaille. On est rigoureux dans la gestion. On est rigoureux. Tous les jours. On travaille de 4 h du matin à 22 h. Mais on peut aller travailler pour d'autres personnes pour pouvoir pallier au déficit financier. Parce que comment on fait si pour l'instant on ne gagne pas beaucoup, qu'on travaille tout le temps? Gagner beaucoup, ça dépend. Votre beaucoup, c'est combien? Si on Votre beaucoup n'est pas mon beaucoup. On n'arrive pas à assurer les charges mensuelles. Si on n'arrive pas à assurer les charges mensuelles, ça veut dire qu'on a un problème de chiffre d'affaires. Et si on a un problème de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'on a un problème commercial. Et à partir de la semaine prochaine, on va aborder la gestion commerciale. Il faut se fixer des objectifs raisonnables. Absolument. Comme on dit chez nous en pays à Nice, c'est un peu on mange pour être rassasié. Il faut se fixer donc des objectifs. Si vous prenez toutes les boules en même temps, voilà, vous allez être asphyxié. Cette année, je veux que mon entreprise soit là. Sans prétention, sans complexe. C'est-à-dire, on ne regarde pas le voisin. C'est ça aussi. Il ne faut pas regarder le voisin. Votre premier ennemi ou votre premier concurrent, c'est vous-même. Absolument. Voilà pourquoi, quand on a fait le plan d'affaires, on a dit qu'il fallait faire la prévision des ventes sur 5 ans. Cette année, je vais être à tel niveau. Voilà. Après, je passerai à tel niveau. Et puis, après, je passerai à telle échelle, à telle échelle, à telle échelle. Vous ne regardez que vous-même. Ne regardez pas les autres. Non. Vous ne connaissez pas leurs moyens. Voilà. Vous ne savez pas ce qu'ils ont. Vous ne connaissez pas leur histoire. Voilà. Leur réseau. Généralement, quand on voit un homme d'affaires qui a bien réussi, c'est quand il a une grosse voiture. Mais vous ne savez pas par où il est passé pour arriver à la grosse voiture que vous voyez aujourd'hui. Peut-être c'est depuis 20 ans. Il était à vélo, après à moto, après on a coupé son courant, il a recommencé, et puis un coup, cette fois-ci, ça a pris. Alors, il gagne de l'argent. Justement, M. Kouadio, on dit qu'un bon homme d'affaires, c'est celui qui a échoué plusieurs fois. Il n'y a pas d'échec en affaires, il y a des expériences. Voilà, c'est ça. C'est celui qui a eu plusieurs expériences. Voilà, malheureuse ou heureuse, et il apprend de ses expériences pour pouvoir continuer. Et vous avez beaucoup d'expérience? Absolument, absolument. Quelle est l'expérience la plus anecdotique que vous avez eue? Bah, c'est lorsque vous avez travaillé et puis on ne vous paye pas. Ah. Voilà. Et pour vous-même? Moi-même, oui. Vous avez travaillé pour des gens qui n'ont pas payé. Ouais. Et comment vous avez pu gérer? Bah, vous les poursuivez? Non, non, non. Vous réglez à l'amiable? Je me suis toujours dit, chez les Baoulés comme... chez les Aïs. on dit la goutte qui échappe au piège aujourd'hui, c'est lui qui fera la sauce des démons. Ah oui, voilà. C'est vrai. Alors, donc, il faut éviter les litiges, il
faut éviter d'aller au tribunal. Justement, Monsieur Kouadio, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'environnement. Il y a des organismes pour lesquels vous travaillez qui ne vous payent pas ou qui vous payent peut-être sur 100, 200, 300 jours. Voilà. C'est décourageant aussi pour des jeunes. C'est décourageant, mais il ne faut jamais se décourager. Qui ne sont pas aguerris, habitués à ce genre de... Il faut dire qu'en affaires, vous allez avoir ce genre de situation. Sur 100 clients, vous en allez avoir 20 qui ont un comportement bizarre. Il faut prendre ça comme ça. Il faut intégrer ça à l'étude de faisabilité. Il faut dire que je vais faire ceci, je risque de perdre 10%, je risque de perdre 20%. Comme ça, quand ça arrive, vous êtes déjà préparé mentalement à perdre ces 10% ou ces 20%-là. On dit souvent que le problème des jeunes entrepreneurs en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est le manque d'anticipation. Manque d'anticipation. Ils sont toujours dedans, ils n'ont pas le recul nécessaire pour voir un peu... Voilà, le manque d'anticipation, ça fait partie des problèmes récurrents. Le manque d'anticipation, la diversification rapide. C'est-à-dire? C'est un gros problème. C'est-à-dire, il commence à gagner de l'argent dans telle affaire et très rapidement, il dit non, je vais investir ici, je vais investir là, je vais investir là. Mais vous ne connaissez pas les problèmes de tous les secteurs. Et on veut faire comme les autres. Parce que mon ami a fait de la NACAD, mais il a fait ceci, il a fait cela. Je vais faire la même chose, sans être un professionnel, sans être un passionné, ou même sans avoir eu des informations précises là-dessus. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Il faut combattre la diversification rapide. Il faut combattre le manque d'anticipation. Il faut maîtriser son secteur comme il se doit avant de passer à autre chose. Vous faites la restauration, restez là. Un jour, ça va marcher. Voilà. J'aime bien cette note d'optimisme. Un jour, ça va marcher. Comme on dit en anglais, everything will be... All right. Yeah, la suite. Merci. Allez, merci d'être avec nous. Vous êtes à Matin Bonheur. À l'instant, c'était M. Jean-Baptiste Kouadio qui nous parlait d'entrepreneuriat. C'est la pub. Et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. L'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée, AREA, la page blanche, a le plaisir et l'honneur de vous convier à la cérémonie de la pose de la première pierre du complexe AREA pour handicapés intellectuels de l'AREA, le mardi 6 février 2018 à 11h sur le site à Bingerville, avec la présence effective de la marraine Henriette Conan-Bédier. Évitons les jugements, les situations de discrimination. La lutte contre les préjugés envers les personnes handicapées intellectuelles commence avec vous. À la construction du complexe, j'adhère. Avec vous, nous existons. Infoline 07 00 12 22. Bonjour 2018. Que du bonheur. Est-ce que les jolies filles peuvent s'applaudir? Ah, ma chérie, on dit les jolies filles n'ont pas applaudi, toi aussi tu applaudis. C'est pas grave, toutes les femmes sont belles, faut applaudir. Que d'humour pour la bonne humeur. Tu vas dans un maquis ou dans un bar, tu vois une fille en train de danser. Ça va! Un coup, tu vois un coup, cric, 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 cric. Elle va s'asseoir. Elle prend son sac, elle met sur son pied. Elle met sa main dans son sac, elle enlève. Elle a baissé, elle ne danse plus, mais elle regarde dans la narine de tout le monde. Et puis sa tête bouge comme ça. Faut pas chercher loin. Sa chaussure est décollée. C'est quoi l'alpha? Elle a enlevé dans son sac, elle a collé sa chaussure. Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, Edipresse partout en Côte d'Ivoire, RTI Publicité Vallon, Plateau, San Pedro, Boaké, Soum Cosmétique, Yamoussoukro. Bonjour, un concept RTI. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai
Tiens, il y a du nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Retour sur le plateau de ces matinales, mesdames et messieurs. Je suis Marcelin Gouvoy en compagnie de Nessie Ndri. C'est Matin Bonheur depuis 5h55. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour la santé en Côte d'Ivoire et dans le monde. Nous allons discuter donc sur le thème les mutilations génitales féminines, l'excision. Parlons-en. C'est la thématique autour de laquelle va graviter ce dernier moment de notre émission. Sur ce plateau, nous avons la chance et le bonheur d'avoir monsieur le directeur de cabinet adjoint au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, monsieur Doumbia Yacouba, à ma gauche, donc à votre droite. Et puis à ma droite, donc bien sûr à votre gauche, le médecin commissaire principal, docteur Kom Yao, spécialiste en chirurgie intime, on l'appelle communément l'homme qui répare les femmes. Il nous parlera un peu de la psychologie, de tout ce qui est dans l'esprit de ces femmes-là qui souffrent des affres de l'excision. Mais vous le savez, Matin Bonheur, c'est la thématique. Mais avant la thématique, il y a quand même le postulat qui est posé. Et on y va. Et on se retrouve juste après pour la discussion. L'excision, c'est cette pratique qui consiste juste à enlever le clitoris de la femme. L'excision, c'est, à mon sens, une mutilation de la partie génitale de la femme. Pratique ancestrale donc devant se perpétuer de sorte à ne pas connaître la colère des anciens pour certains et moyen efficace pour lutter contre l'infidélité en tuant tout désir sexuel pour d'autres, l'excision est la mutilation d'une partie intérieure de l'organe génital féminin et considérée aujourd'hui comme une pratique ayant plus d'effets néfastes et considérables sur la santé de la femme et sur la société de manière plus large. En effet, formellement interdit en Côte d'Ivoire à travers la loi numéro 98-757 promulguée le 23 décembre 1998, les chiffres ne font que malheureusement croître particulièrement dans les régions nord et nord-ouest avec plus de 70% des femmes excisées. Quand on note approximativement 21% pour le nord-est, 57% pour l'ouest, 50% pour le centre-nord, 20% pour le centre-est et 13% pour la région centre. En Côte d'Ivoire, l'excision est une pratique qui semble résister malgré les actions de sensibilisation menées par le gouvernement, les institutions internationales et les organisations non gouvernementales basées dans certaines régions du pays. Chez certains peuples, l'excision chez la femme, ce que j'aurais appris, permet la fidélité. Je pense à mon sens que cela est entièrement dû à la tradition, à l'appartenance de nos us et coutumes pour certains peuples. Et je pense que c'est en dépit de ce fait-là que cette pratique-là continue de nos jours. Loin d'un fait culturel hérité de la tradition, comme continuent de faire croire certains, l'excision est devenue une pratique à proscrire et un frein à l'épanouissement de la jeune fille au regard des conséquences qu'elle entraîne. Les conséquences sont énormes. La femme peut connaître la stérilité. La femme peut bien sûr avoir des séquelles qu'elle peut traîner toute la vie. Au regard des effets néfastes qu'a l'excision sur la santé, l'épanouissement et l'affirmation de la femme en tant qu'être libre devant disposer de son corps, il s'avère important d'amplifier les actions de sensibilisation auprès des parents, des autorités politiques, administratives, leaders d'opinion et leaders religieux dans les régions où la pratique demeure et de prendre des mesures coercitives sévères et exemplaires contre les personnes continuant à pratiquer l'excision. Voilà, le temps est donné. Nous sommes avec nos invités et celui qui va ouvrir le bal, c'est M. Doumbia Yacouba. Vous représentez ici le gouvernement. Face à ce phénomène, quel est le mot du gouvernement? Merci madame, merci à tout le monde, merci à la RTI pour cette opportunité. Le message du gouvernement, vous savez aujourd'hui c'est le 6 février, c'est la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Et pour nous le thème de cette édition c'est la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines pour l'épanouissement des femmes et des filles. Alors pour nous il est temps de réprimer ces actes barbares, ces actes sans fondement. Il est temps de les dénoncer parce qu'il y a une loi qui existe depuis 1998 et qui punit sévèrement la mutilation génitale féminine. Donc l'heure n'est plus au beau discours, l'heure n'est plus à la conciliation, l'heure est de mettre fin à l'impunité face à ces pratiques vraiment rétrogrades. Tolérance zéro, c'est le Tolérance message zéro, c'est le message du gouvernement. Docteur,
On va revenir un peu sur ce qu'on a vu dans l'élément. On a donné des définitions, mais concrètement, l'excision, c'est quoi? Merci madame, merci monsieur. L'excision consiste à l'ablation totale ou partielle des organes génitaux de la femme. Et cette ablation-là n'a aucun fondement médical. On peut faire une ablation des organes génitaux de la femme lorsqu'il y a un problème médical, mais dans ce cas, les bases sont culturelles ou des bases sociales. Il n'y a aucun fondement médical. En gros, c'est ça l'excision. Justement, parlons de base. Je vais vous poser la question, vu que vous êtes en contact avec les gens qui sont dans cette pratique, qui font cette pratique-là. Quels sont les déterminants? Pourquoi, malgré la répression, malgré la sensibilisation, cette pratique continue d'exister dans certaines cultures? Alors, il faut dire que les déterminants sont de plusieurs types. Mais nous avons noté, après plusieurs échanges avec les praticiennes, ou en tout cas les fondements, ceux qui tiennent les cultures en main, nous avons constaté qu'il y a quand même, le premier élément, c'est du fait religieux. Certains pensent qu'il est écrit que l'excision, en tout cas, devait être fortement recommandée pour que les femmes puissent être fidèles. Ça, c'est du point de vue de certaines croyances religieuses ou certaines interprétations de la religion. Mais il y a également, du point de vue purement traditionnel, certaines cultures qui pensent que l'excision serait bien, cet organe serait un peu un élément qu'il faut amputer pour ne pas que la femme puisse se sentir homme. Parce que n'oubliez pas que le clitoris a une forme qui n'est pas trop loin du pénis. Donc, par translation, on arrive à imaginer que la femme peut se penser qu'elle est homme si elle garde cet organe. Donc, nous pensons que c'est purement religieux, parce que pour être en phase avec certaines croyances, mais c'est purement la tradition. Il y aurait même l'utilisation de cet organe qui est amputé pour d'autres considérations un peu mystiques. Voilà, des choses que nous entendons, hein, qui n'ont pas formellement souvent la preuve. Voilà. Monsieur le directeur de cabinet, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant établit un diagnostic vraiment sérieux, très méthodique, avec des chiffres. Quel est le taux de prévalence en ce moment par rapport à l'excision? Et puis, où est-ce qu'on excise le plus? Quelles sont les zones vraiment à risque, si on peut s'exprimer comme ça? Alors, merci. Je pense que, vous savez, au niveau des statistiques, nous sommes autour de 38%, c'est-à-dire entre 36% et 38%. Voilà. Mais au niveau du territoire national, vous avez de l'ouest jusqu'au nord-ouest, nord-ouest, nord. Toute cette zone-là est la zone la plus touchée par la pratique, parce que nous sommes autour de 36% on le voit sur la carte nationale. Alors sur la carte, vous voyez, c'est encore plus précis. Oui, nous sommes à plus de 70% dans cette zone, partant de l'ouest jusqu'au nord-ouest. Jusqu'au nord. À 49 ans. Pour les 15 de 49, enfin les femmes de 15 à 49 ans. Wow. Mais vous avez également une partie, la partie centre, nord et sud-est. Également, c'est une partie aussi qui connaît l'excision, mais à un taux moins fort que ce que nous venons de décrire. C'est pratiquement la moitié de la dernière, Côte d'Ivoire. également, toutes les zones sont touchées. Pour moi, c'est le premier message qu'il faut donner. Toutes les zones de la Côte d'Ivoire sont touchées, mais les zones du nord, du nord-ouest, de l'ouest sont les plus touchées. Mais la pratique existe partout en Côte d'Ivoire parce que les populations bougent, migrent d'une zone à une autre. Mais il faut ajouter la pratique transfrontalière. Il y a des pays limitrophes et les exciseuses migrent des pays limitrophes vers la Côte d'Ivoire, vice-versa. Donc la pratique est non seulement autour de nos frontières, mais à l'intérieur de nos villes et même de nos villages. Parce que les populations se déplacent avec leurs habitudes et leurs cultures. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Kom Yao, vous êtes spécialiste en chirurgie, docteur et commissaire. Vous êtes spécialiste en chirurgie intime. Vous êtes au contact avec les victimes. Quels sont les différents types de mutilations que vous rencontrez? Au niveau des mutilations que nous rencontrons, il y a 4 types de mutilations. Il y a le type 1 qui consiste à l'ablation du capuchon du clitoris. Une petite partie du capuchon du clitoris. Ça, c'est le type 1. Nous n'en avons pas assez ici en Côte d'Ivoire.
ce que nous rencontrons le plus, c'est le type 2, qui consiste à enlever le capuchon du clitoris, à enlever le clitoris, disons une partie du clitoris, puisque le clitoris en lui-même, il fait à peu près 10 cm. Donc on enlève le capuchon du clitoris, on enlève une partie du clitoris, on coupe une partie des petites lèvres, voire même la totalité des petites lèvres. Ça, c'est le type 2 qui représente à peu près 80% des femmes que nous rencontrons en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons le type 3, qui est appelé l'infibulation, qui consiste soit à enlever le clitoris, les petites lèvres et le capuchon, et à refermer les grandes lèvres, jusqu'à ne laisser qu'un petit orifice qui va permettre le passage du flux menstruel et les urines de la femme. Et après, nous avons le type 4. Le type 4, ce sont toutes les cautérisations qu'on peut avoir au niveau de la vulve. Il y a des femmes qui vont faire des piercings, il y a des femmes qui vont aller prendre des produits caustiques pour chercher à faire tomber tel ou tel fibrome. Et donc, c'est dans ce groupe-là que nous appelons le type 4. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous avons près de 80% des types 2 que nous rencontrons ici, en Côte d'Ivoire. Et, monsieur le directeur de cabinet, quand vous écoutez ça, vous voyez que c'est immense, et ça fait peur. Alors, vous avez listé des personnes. Moi, j'ai eu dit qu'au niveau du ministère, vous avez fait des enquêtes très poussées pour lister des personnes. Et il y a eu parfois même des arrestations sur des personnes qui se pratiquent et qui véhiculent des messages. Alors, votre tâche est encore plus difficile parce que des fois, c'est transfrontalier. Et puis, il faut convaincre les autorités villageoises, traditionnelles, tout ça. C'est pas évident. Hein? En fait, comme on le dit, hein, les habitudes ont la peau dure. Et ça, c'est vrai. Et dans le cas de la lutte contre les mutilations génitales féminines, pour ne pas dire de l'excision, contre l'excision, c'est difficile. C'est difficile parce que nous avons un mythe. Il y a tout un mythe qui entoure la pratique. C'est-à-dire pour être en harmonie avec les ancêtres, pour être en harmonie avec la nature, il faudrait que cet organe-là, qui n'est pas à sa place, puisse disparaître. Wow. Vous voyez, c'est ancré dans le conscient, dans le subconscient. Et ça rend la sensibilisation encore difficile. Mais nous pensons que, avec la loi, vous savez, à un moment donné, dans la théorie du changement, il faut appliquer le changement imposé. Il faut imposer le changement à un moment donné. Donc nous avons fait recours à la loi pour dire que vous serez punis si vous continuez la pratique. Mais nous continuons à expliquer que vous devez abandonner cette pratique au regard des conséquences. Certainement, notre collègue, le médecin, va parler des conséquences. Quand nous regardons les conséquences, un rapport entre conséquences et avantages de la pratique, les populations arrivent facilement à comprendre qu'il faille abandonner cette pratique au regard des conséquences qui sont très dangereuses. Monsieur le directeur, les populations abandonnent ça devant vous, devant la loi, mais après, en coulisses, en cachette, ça se passe. Le dos, On nous a parlé même de séances nocturnes. Justement, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, les déclarations publiques d'abandon de l'excision sont à prendre en compte, hein, parce que nous venons de loin. Avant 1998, peut-être qu'il n'y avait même pas de déclaration publique. Avant 1998, peut-être qu'il n'était même pas possible pour nous, acteurs de terrain, de faire des sensibilisations dans certains villages. Mais aujourd'hui, nous arrivons à sensibiliser dans tous les villages et il y a beaucoup de déclarations publiques. Nous tenons compte du caractère sérieux de ces déclarations jusqu'à ce que le contraire soit prouvé sur le terrain. Il faut croire vraiment en certaines déclarations. Si on met en doute toutes ces déclarations, on risque de ne pas avoir, en tout cas, de progrès sur le terrain. On fait confiance à nos populations, à nos leaders religieux et guides traditionnels qui ont décidé de nous accompagner. Voilà. D'accord. Donc on revient à vous, docteur Kom Yao. Dites-nous, quelles sont les conséquences de cette pratique-là? Les conséquences de cette pratique, il faut les diviser en 3. Il y a les conséquences immédiates. Parce que vous savez que l'excision est pratiquée sans anesthésie. Et il y a un traumatisme qui reste gravé à jamais dans l'esprit de la femme. Ensuite, dans les conséquences immédiates, nous avons également les conséquences dues à l'hémorragie. Lorsque nous avons coupé un organe qui est très vascularisé, qui est très innervé, en plus de la douleur, il y a un risque d'hémorragie important. Et ce risque d'hémorragie-là peut même aller jusqu'au décès de la personne excisée. Ensuite, à moyen terme, les conditions dans lesquelles l'excision est pratiquée ce n'est pas un environnement stérile. Donc, il y a le risque important d'infection qui peut également aller jusqu'au décès de la personne excisée. Et ça, à long terme,
il y a les conséquences psychologiques qui sont là. La femme forme un tout. C'est une intégrité qui sera rompue. On lui enlève une partie d'elle-même et elle va garder ça dans l'esprit durant toute la vie. Ensuite, cette baisse de l'intégrité de la femme-là va la rendre un peu dévalorisée. Dans le public où ses amis sont, elle ne pourra pas s'exprimer. Et quand elle va se rendre compte, après que je ne suis pas comme les autres, elle va être totalement dévalorisée, totalement abandonnée à elle-même. Ça, c'est les conséquences à long terme. Et c'est les choses qui sont très difficiles à gérer. J'assure que lorsque vous tombez sur une femme de 50 ans qui a été excisée à 2 ou 3 ans, lorsque vous lui posez la question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va vous relater les faits avec précision, comme si c'était hier. Ça veut dire qu'elle a gardé ce traumatisme-là en elle et elle va vivre toute sa vie avec ça. Sans parler encore des complications obstétricales qui vont venir après. Oui, même parce qu'une femme excisée, toutes les femmes excisées sont frustrées. Ça, oui, c'est clair. On l'a vu. Et puis, ça peut avoir des problèmes par rapport à l'accouchement aussi. Oui, il s'agit des complications obstétricales. Au niveau de l'accouchement, prenons d'abord la vulve de la femme. La vulve est naturellement souple. Et lorsqu'il y a une excision, il y a une cicatrice qui se met là. Et ça fait que la vulve n'est plus souple pendant l'accouchement. Et les complications obstétricales vont se voir sur 2 angles. Les complications liées à la maman. Lorsqu'il y a l'accouchement, il peut avoir une hémorragie qui peut entraîner le décès de la maman. Il peut avoir une fistule, les fistules qui sont les pertes d'urine en permanence, qui sont très désagréables. Nous pouvons avoir des déchirures même en arrière qui vont aller et toucher, ça va donner des fistules recto-vaginales avec les selles qui peuvent passer dans le vagin en permanence. C'est des situations qui sont très difficiles à gérer. Ensuite, nous allons avoir des complications qui sont en rapport avec le fœtus. La vulve étant devenue très scléreuse, l'enfant, s'il réussit à sortir, il va sortir avec des frottements et il va avoir une augmentation de la mortalité néonatale. Et donc, dans ces complications-là, la maman est en danger et le fœtus est également en danger. Et la seule solution, c'est la césarienne? Pas forcément la césarienne. Pas forcément la césarienne. Nous allons aborder ça après, mais il faut que le personnel, ça fera partie des propositions. Le personnel qui est... Oui, le personnel médical qui peut conduire l'accouchement, il faut que ce personnel-là soit formé. Parce que l'accouchement, la conduite de l'accouchement chez une femme qui est excisée est différente de la conduite de l'accouchement chez une femme qui est non excisée. Et donc le personnel qui s'occupe de l'accouchement des femmes doit être formé sur le terrain. Docteur, c'est très important, on ne pourra pas tout lister ici, mais ce qui est important, c'est de rassurer les femmes ce matin qu'il y a une solution. Il y a une solution, il y a une réparation qui est possible. Et il faut qu'on entre dans ce volet-là maintenant, avec la permission, bien sûr, monsieur le directeur de cabinet adjoint. Comment ça se passe, la réparation? Est-ce qu'il y a un espoir concret pour une femme excisée de recouvrer son intégrité physique et aussi sa dignité, son plaisir aussi? Oui, ça, c'est un volet très important parce que les femmes qui sont excisées, on a souvent tendance à les oublier. Lorsque monsieur le directeur de cabinet parle de 70% dans le nord-ouest, ça veut dire qu'il y a 70% des femmes qui sont frustrées, qui sont là. Et ces femmes-là qui ont perdu leur libido, qui ont perdu leur désir sexuel, il faut leur redonner la vie. Et la réparation, la technique de réparation du clitoris leur donne cette envie-là. Je vous ai dit tout à l'heure que le clitoris, il fait à peu près 10 cm. Et les exciseuses vont nous enlever 1 ou 2 cm. Il y a à peu près 8 cm qui est encore dans la vulve. Il faut pouvoir aller faire la dissection et ressortir cet organe-là, le repositionner. Ce n'est pas un autre organe que nous prenons ailleurs, c'est le même organe qui a été amputé, nous le repositionnons et c'est la même sensibilité et la même joie de vivre. C'est une intervention compliquée, complexe? Pour celui qui n'a pas appris à faire, ça peut être une intervention compliquée, mais quand on en a l'habitude, c'est très facile. Est-ce que la femme recouvre, j'ai envie de dire, comment dire ça, parce qu'il y a tout le monde qui regarde, les enfants aussi. Comment la femme recouvre son intégrité, son plaisir? Est-ce que dans le cadre de son couple, certaines sensations reviennent? Effectivement, beaucoup de sensations reviennent. Tout revient en elle parce que je vous assure que lorsque vous allez causer avec une femme excisée, vous allez voir qu'elle est introvertie. Elle n'aime pas parler de la sexualité. Mais lorsqu'elle a fini, elle a été opérée, vous la voyez rayonnante et puis
elle retrouve la joie de vivre. Vous m'avez parlé, excusez-moi, il nous a parlé hier d'une femme de 56 ans. Oui. Son cas, c'était très important. Une femme qui a été opérée à la naissance, hein, jusqu'à 56 ans. Jusqu'à 56 ans, cette dame a eu à me dire comme ça, et docteur, vous savez que durant toute ma vie, je n'ai fait que faire semblant avec mon mari. Elle a de grands enfants. Elle a des grands enfants. Et c'est à 56 ans qu'elle est venue me voir pour se faire opérer. Elle m'a ensuite dit, je ne savais pas qu'il y avait de si bonnes choses dans la vie. Mais dites-nous, quand on arrive à faire ressortir la vulve, qu'en est-il des lèvres quand les lèvres ont été arrachées? Les lèvres peuvent être reconstruites. Tout dépend de ce que la femme veut avoir. Les lèvres, c'est un peu plus esthétique. Par contre, le clitoris, lui, il intervient. Le clitoris, il intervient dans le désir. Il est très pratique. Il intervient dans le désir, dans la lubrification. Et lorsqu'on n'a pas de clitoris, on le ressent mieux. C'est un peu l'essence de la sexualité féminine. C'est l'essence de la sexualité féminine. Et les lèvres, lorsque les lèvres ne sont pas là, bon, ça ne pose pas grand problème. Voilà, ça ne pose pas grand problème. Monsieur le directeur de cabinet, quand vous entendez tout ça, vous imaginez la dimension psychologique. Est-ce qu'au niveau du ministère, on intègre cette dimension psychologique là aussi dans la lutte contre l'excision? Alors, nous venons d'écouter la réparation physique, physiologique. Mais l'aspect psychologique, nous faisons vraiment avec beaucoup d'attention. Les femmes qui ont connu l'excision, qui a laissé un passage certainement dans leur subconscient, c'est vraiment des contacts, des groupes d'entretien, de focus group qu'on met en place pour pouvoir quand même remettre ces femmes en confiance. Faute d'être réparées physiologiquement, mais d'être en confiance psychologiquement. Alors vous savez, l'excision, il faut penser comme si Dieu avait fait une erreur et qu'on vient exciser pour réparer l'erreur que Dieu aurait fait. Mais je pense que Dieu est le plus grand anatomiste. Il ne pourrait pas faire d'erreur. S'il a construit et créé la femme avec un organe, certainement cet organe a sa place. Mais pour vous savez, au niveau de l'État, le ton a été donné depuis le 28 novembre 2017 par le président de la République lors d'une déclaration au Palais qui a lancé un message fort pour réprimer les pratiques traditionnelles néfastes, notamment l'excision et les mariages des enfants. Le ton a été donné au ministère de la Femme, à travers, sous le leadership de Madame la ministre, nous avons nous-mêmes commencé à remettre en troupe, en ordre de bataille, toutes les plateformes qui ont été créées sur toute l'étendue du territoire. La dénonciation est une réalité et à travers la ligne 116, on peut dénoncer tout acte, même toute velléité d'excision, toute organisation, tout attroupement suspect dans un village ou dans un quartier. Parce qu'à Abidjan aussi, ça se fait dans des quartiers. Hein. Parlons de répression. Est-ce que les victimes portent plainte? Parce que généralement, ça se fait vous savez, oui, je vais plus vite. Vous savez, les victimes peuvent être des enfants de très bas âge. On ne va pas attendre la plainte d'un enfant. Il faut mettre l'accent sur la dénonciation. Le voisin peut dénoncer, le policier peut dénoncer, le médecin peut dénoncer, une ONG peut dénoncer, même le cousin peut dénoncer, la nièce peut dénoncer. Donc vraiment, on met l'accent sur la dénonciation. Monsieur Doumbia, voilà. À l'époque, au début de la lutte, on avait parlé d'activités génératrices de revenus pour les exciseuses. On avait fait en sorte que c'est vrai, on peut réprimer, mais la Côte d'Ivoire était un pays de dialogue, un pays de consensus. On a voulu faire en sorte que ces personnes-là, au lieu d'exciser, puissent avoir une activité vraiment légale. Quid de cette décision-là? Est-ce que c'est toujours d'actualité ou bien vraiment maintenant c'est la tolérance zéro? Elles le font, elles sont arrêtées, on ne s'occupe plus de leur futur, tout ça. Merci. Je pense que c'est comme si nous faisons 10 pas en arrière, 10 ans en arrière pour regarder un peu, évaluer ce que nous avions proposé en son temps comme stratégie. C'était de la reconversion. C'est-à-dire nous n'avons pas vu ça comme une récompense, parce qu'on a été par moments attaqué sur la stratégie, la pertinence, on peut toujours revoir. Mais il s'agissait quand même d'accompagner des femmes exciseuses qui ont vraiment pris l'engagement d'abandonner la pratique, mais par pure coïncidence qui en avaient fait leur gagne-pain. Parce que si elle vit de ça, il faut bien trouver une mesure palliative pour qu'elle puisse ne plus être tentée de retourner à la pratique. Donc nous avons, au cas par cas, il y a des ex-exciseuses qui ont besoin d'accompagnement, comme il y a des ex-exciseuses qui n'en ont même pas besoin, qui le font certainement parce qu'elles auraient hérité d'un couteau qui aurait été donné par un génie du village. Donc nous tenons compte vraiment de la situation même
de l'ex-excuseuse et nous voyons si on peut l'accompagner à travers une activité génératrice de revenus si il s'avérait que l'excision était pour elle un gagne-pain. Voilà, donc on tient compte de la réalité locale avant d'apprécier la pertinence. Docteur, rapidement, avant que M. le directeur puisse conclure, est-ce que les femmes qui nous regardent aujourd'hui ont une alternative? Si ça se passe, vous êtes en Côte d'Ivoire, on a le plateau technique adéquat pour vraiment venir à bout. Donc. Et puis est-ce que le prix est accessible? Est-ce que c'est gratuit? Bon, est-ce que ça bénéficie d'une certaine couverture? Ce que je peux dire, c'est que les femmes ont de l'espoir. Cette technique est parfaitement maîtrisée en Côte d'Ivoire. Le plateau technique, il existe. Et concernant le coût, nous pouvons faire des actions sociales. Vous savez, dans d'autres pays, il y a des séances de reconstruction des clitoris sur le plan national. Il suffit que les ONG nous donnent le matériel et nous pouvons soulager nos sœurs qui sont dans ce besoin-là. Et à ce niveau, le plateau technique, il existe, les compétences existent. Et ces femmes-là, moi, je pense qu'il faut qu'elles se disent qu'elles peuvent revivre. Elles peuvent garder de l'espoir et puis avoir une vie revivre totalement, recouvrer certaines sensations. La sensation qui a été perdue par l'ablation de cet organe important-là, cette sensation-là peut revenir. Et elles peuvent vivre normalement une vie de famille. Ça fait combien sans concrètement? problème. Ça fait combien? Le coût? Le coût. Tout dépend de ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas un coût particulier. Moi, je répare les femmes. Si j'ai le matériel nécessaire, on me donne le matériel, je répare, je travaille. Gratuitement, vous pouvez le faire si vous avez le matériel. Gratuitement, je peux le faire si moi j'ai le matériel. Ça se fait dans les autres pays. Et pourquoi pas en Côte d'Ivoire? On a un représentant du ministre qui est là, du gouvernement, donc c'est pas entrer dans l'oreille des sourds. Monsieur le directeur, le dernier mot? Alors, je pense que le dernier mot, c'est de dire que le 6 février n'est pas le seul jour pour faire la lutte contre l'excision. Ça commence quelque part et ça doit continuer, mais le 6 février, nous mettons l'accent. Nous mettons l'accent sur des messages. L'engagement de l'État ne souffre d'aucun doute, mais l'État a besoin de la collaboration de tous les acteurs au niveau local. Tous les guides religieux, tous les chefs traditionnels, toutes les ONG, tout le monde doit s'engager dans la tolérance zéro. Alors si on n'a pas l'information, la police ne peut pas réprimer. Donc tout dépend, il faut une bonne collaboration entre l'État, les structures de la société civile et les acteurs même qui sont les familles et les communautés elles-mêmes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci d'avoir partagé vos expériences avec nous. Et les femmes victimes d'excision, elles savent aujourd'hui qu'il y a de l'espoir pour elles. Marco, on a terminé. Oui, nous avons fini, Nessie. Et puis, n'oubliez pas de faire le 116. C'est très important pour dénoncer tout acte de tentative d'excision. Le 116, c'est un appel du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Voilà, merci. La femme est belle lorsqu'elle est complète. Et c'est cette beauté-là qui porte le monde. Très, très bonne journée sur RTI1. La suite du programme, tout de suite, vous avez rendez-vous avec, bien sûr, Alix Kokola. Et nous, on se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Alix Kokola à Pia. Allez, à tout à l'heure, ou du moins dans quelques heures.